En 2023, le climat devient de plus en plus inquiétant. Des lois cyniques sont votées, mais je vais vous parler du Père Noël. Eh oui, la troupe du Splendide nous avait mis sur la voie en précisant que celui-ci était une ordure, mais cela va bien plus loin que ça. Eh oui, de source sûre, j'ai appris que le Père Noël a fait équiper son traîneau d'un génial système d'épandage pour que la nuit voulue, les chemtrails dans le ciel soient d'une blancheur blafarde pour pouvoir mieux s'y cacher. Bah, c'est une plaisanterie, bien sûr. Chacun sait que le Père Noël ne distribue que de la joie et du bonheur. Soyez les bienvenus dans une émission Soyez les bienvenus dans une émission du CNTF-CH qui s'appelle La France Libre avec Philippe et Martine ce soir, et vous qui nous regardez également, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit peu d'amertume autour du Père Noël. Il faut quand même pas décevoir les enfants qui le voient comme un personnage positif, et on peut l'imaginer de la façon qui nous plaît. Voilà, mais c'est vrai que si on veut aussi observer le côté marchand de la chose, eh bien, on tombe sur des personnages comme ceux que tu as décrits, à chacun sa vérité, en quelque sorte. Hein. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire en préambule à notre sujet du soir, qu'on va découvrir bientôt, c'est que le 13 décembre, à l'ONU, il y a eu un vote contre le cessez-le-feu à Gaza. Je dis bien contre le cessez-le-feu à Gaza, qui a été initié tout simplement par Israël et les États-Unis d'Amérique, qui par là, on imagine facilement, avaient envie de compter leurs troupes et de savoir qui était prêt à les suivre sur ce vote contre le cessez-le-feu à Gaza. Donc continuer la guerre en fait. Hein. Voilà. Alors le vote a eu lieu et les dépouillements ont donné le résultat suivant, c'est que sur les 160 et quelques pays qui votaient, eh bien il y en a 8 qui ont suivi Israël et les États-Unis sur le sujet de voter contre le cessez-le-feu. 8 que je vais désigner. Donc les USA et Israël, bien sûr, hein, évidemment. En Europe, l'Autriche, la Tchéquie, on a en Guatemala, on a le Libéria, la Micronésie, Nauru, qui est un pays que je ne connaissais pas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Paraguay. Ça fait 8 en plus des États-Unis et d'Israël. Alors tous ces pays, on se demande bien pourquoi ils ont voté en faveur contre le cessez-le-feu. En quoi le cessez-le-feu à Gaza pouvait les concerner, eux qui sont répartis sur la planète? Eh bien, la réponse, elle n'est pas trop compliquée à trouver, c'est que ce sont des pays qui, depuis assez longtemps, sont sous la coupe des États-Unis d'Amérique, à tout niveau. Voilà pour l'introduction. Est-ce qu'on peut voir des images à ce moment-là, maintenant, à cette étape, Sylvain? Oui, absolument, Philippe. Nous allons regarder l'actualité en images qui parle de récepteurs endocriniens. J'en dis pas plus. Actualité en images. On est tous en train de se faire empoisonner. Moi, je vais au Japon, là. Je souffre énormément de perturbateurs endocriniens. J'ai des problèmes de thyroïde, machin. Je passe une semaine au Japon. Je dis, c'est bizarre, je me sens super bien. Je parle avec un mec qui me dit, ah mais c'est normal, parce qu'au Japon, l'agriculture, il n'y a pas de produits chimiques. En général, on est un des pays au monde où il y a le moins de perturbateurs endocriniens. Je commence à me renseigner sur le sujet. Je découvre qu'au Japon, l'agroalimentaire est dirigé par des ingénieurs, que c'est un truc hyper valorisé, qu'en général, dans la société japonaise, être agriculteur, c'est être au top de la société, comme médecin, avocat, notaire, je sais pas quoi. C'est pas mal. Après, je commence à me renseigner sur les perturbateurs endocriniens, parce que le mec me dit ça. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Et je commence à regarder le taux de perturbateurs endocriniens que je bouffe depuis la naissance. Je dis, mais évidemment que ma thyroïde, elle est niquée. Eh bien voilà la solution pour aller beaucoup mieux. On va tous partir là où est parti spacieux. Et voilà, donc c'est l'opposition entre des médecines différentes, une qui est préventive et qui respecte l'homme, et puis l'autre qui est curative et qui se nourrit de la maladie. C'est-à-dire que le cancer nourrit plus de gens qu'il n'en tue, comme vous le savez. Hein. Mais malheureusement, ça c'est le résultat de cette logique économique occidentale, poursuivie par notamment les grands laboratoires pharmaceutiques qui poussent les États à consommer toujours plus, pour toujours être en avance d'un produit qui va guérir ou qui va sûrement pas guérir par rectification, mais qui va permettre de passer un cap difficile et de le racheter plus tard parce qu'on a besoin que les gens reconsomment de ces médicaments. Donc on est dans des logiques consuméristes du côté de l'Occident. Donc de la consommation, logique de la consommation et de la production, car on a besoin de produire, sinon l'économie s'écroule, tout se tient. Alors qu'au Japon, il y a un respect inné effectivement de ce qu'on mange, de ce qu'on boit et de ce qu'on donne à manger et à boire à ses concitoyens. C'est une logique et une philosophie, je dirais presque différente, très différente même, qui est curative, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait le moins possible de perturbateurs endocriniens dans tout ce qui est cultivé et qui sort de la terre.
Pour ça, il y a des méthodes connues qu'il suffit d'appliquer, mais il suffit de les appliquer dans une logique politique. C'est-à-dire, c'est le politique qui décide de comment on les applique et si on les applique. Voilà. Donc, leur politique est différente de la nôtre, à n'en pas douter. On peut se dire que sur l'ensemble du continent asiatique, en plus du Japon, il est probable qu'il y a d'autres cultures dans ce sens-là, et que, par exemple, moi j'ai du mal à m'asseoir sur mes talons, alors que tous les Asiatiques font ça très facilement. Il faut se poser la question de pourquoi, et les réponses existent. Voilà, et ils ont des solutions de santé que nous n'avons pas choisies. Et la question est de savoir si celles que nous avons aujourd'hui sont les bonnes. Voilà. Bon, je voudrais juste parler d'une bonne nouvelle. Hein. Ça fait quelques temps que nous diffusons donc des émissions sur YouTube, et depuis ces quelques temps, eh bien toutes les émissions sont passées. Il n'y en a pas eu une seule de censurée. Nous avons été suffisamment malins dans le verbe. Alors je voudrais te remercier les participants, Philippe, Martine qui est là ici, puis quand il y a Bruno, etc., parce que c'est une dure barrière que nous réussissons à passer à chaque fois. Oui, alors tu dis qu'on est malin, alors c'est pas forcément notre volonté ni notre qualité première. On est surtout honnête avec nous-mêmes déjà, et quand on se trompe, on le dit, ou qu'on rectifie quand c'est nécessaire. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, tout ce que nous disons est puisé dans des sources qui sont solides, qui sont logiques, en tout cas de notre logique. J'insiste là-dessus parce que la logique, comme le dit très bien Ariane Biron, c'est quelque chose qui n'intéresse plus les systèmes totalitaires ou totalitarisants, si je puis dire. Donc voilà, donc en étant comme ça marche encore. Ça veut dire que soit la porte ne s'est pas fermée et elle ne se refermera jamais, soit elle se refermera un jour, et là, ça sera difficile pour nous tous. Donc le but que nous avons, nous, c'est de tâter le terrain en quelque sorte. Nous sommes des envoyés pour voir comment on nous censure ou on nous censure pas, pour respecter les procédures, les façons de dire les choses, pour que nous ne soyons ni vulgaires ni en travers avec la science, par exemple, dont nous ne sommes pas forcément des spécialistes les uns les autres, mais dont nous connaissons les résultats et nous les donnons, comme nous donnons les résultats des votes, comme on a fait tout à l'heure, par exemple, sur les pays qui sont contre le cessez-le-feu à Gaza. Donc ça, c'est objectif. Et on n'a pas besoin d'être grand clair pour pouvoir dire ces choses-là. Oui, mais après, tu sais, Philippe, il y a des sujets qui sont plus ou moins interdits et qui sont surveillés par des codes qui sont à l'intérieur de la machine. Et cela, on peut absolument rien y faire. Donc quand je dis malin, c'est malin dans le verbiage. Oui, j'avais bien compris, mais malin, si on est malin, ça veut dire qu'on passe son temps ça peut vouloir dire qu'on passe son temps à passer entre les mailles du filet, je dirais militaire et policier. Or, on n'est pas trop dans cette logique-là. On n'a pas envie d'être malin. On a envie de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer dans un pays qui normalement devrait être encore libre, où l'expression devrait être encore libre. Dépêchons-nous, car il est prévu qu'elle ne le soit plus bientôt, et en particulier en ce qui concerne le monde médical. Donc voilà, profitons-en et voyons si effectivement il va devenir aussi peu libre que ce qu'on nous promet. Voilà. Et en attendant, le show continue. Le show must go on. Must go on. Ouais, effectivement. Alors notre thème de ce soir est les volontaires. Alors quand j'entends volontaire, moi ça me fait penser à un petit village que je connais dans les Vosges. En plein milieu de cette place de ce village, il y a un monsieur avec un fusil dans les mains, et il est marqué dessus comme quoi celui-ci est aussi volontaire. Alors est-ce que c'est les mêmes volontaires dont on parle ce soir? Alors, on va parler de tous les volontaires, sans exclusion. Hein. Celui auquel tu fais allusion, c'est un soldat. Effectivement, l'armée française a eu besoin des volontaires en 1793, notamment, pour marcher contre les armées étrangères qui envahissaient la France, avec une coalition à 5 pays. Donc, il a fallu des volontaires, puisqu'il n'y avait pas de conscription, puisqu'auparavant, dans l'Ancien Régime, la guerre se faisait par les nobles, qui eux-mêmes avaient leurs troupes qu'ils entretenaient eux-mêmes. Voilà. Donc, c'était un changement de paradigme d'un point de vue militaire. Donc il a fallu créer la conscription, il a fallu compter le volontariat, donc la marche des volontaires, ceux qu'on avait encouragés fortement à rejoindre les armées pour défendre les frontières. Moi je dis encouragés fortement, ils avaient le choix entre mourir de faim ou rentrer dans l'armée et avoir une maigre pitance et un objectif de mourir assez fort, enfin en tout cas une proportionnalité de mourir assez forte. Mais ça a marché parce que les autres troupes, elles, n'étaient pas patriotes, n'étaient pas nationales. Elles étaient tout simplement des mercenaires des grands de ce monde, de l'autre côté de la frontière. Et quand elles voyaient débarquer comme un Valmy des soldats en guenilles qui criaient Vive la République, etc., ils ont pris peur et ils sont partis en courant, dit-on, en tout cas pour la bataille de Valmy. Ça a dû arriver à d'autres occasions. Donc ça, c'est un type de volontaire qu'on a un petit peu utilisé parce que il y en avait plus le choix. Hein, il fallait vraiment aller chercher des gens. Il s'est passé la même chose dans la Grèce antique avec des volontaires militaires. Alors c'était qui ces volontaires? C'était tout simplement les Grecs de la partie démocrate.
qui se sont aperçus qu'ils étaient pris, il y avait plus de débouchés et que les oligarques allaient faire d'eux qu'une bouchée justement. Hein. Donc ils se sont tous mobilisés, soldats, femmes, enfants et vieillards, j'insiste, pour se jeter dans la bataille qui était menée en l'occurrence par les Perses. Dans les Perses, c'était 200 000 hommes et du côté des Grecs, c'était 6 000 hommes. Quoi. Donc il n'y avait même pas de comparaison. Mais ils ont foncé comme des morts de faim, si je puis dire, ou en tout cas des gens qui refusaient la mort ou qui voulaient vivre ou mourir, comme on dit, hein, vivre libre ou mourir, et qui volontairement se sont jetés dans cette bataille qui a été un succès puisque les autres en face, comme on le disait à l'instant, étaient des soldats de Xerxès et qui n'avaient d'autre perspective que de mourir à la guerre et même quand il n'y avait pas de guerre. Donc ils avaient un enthousiasme très moyen à se battre contre des populations qui s'étaient elles-mêmes armées et qui défendaient leur vie, leurs principes, leur mode de vie. Donc ça s'est conclu par une débandade de la part de l'armée perse, alors probablement voulue par les militaires. Hein. On peut imaginer que les militaires n'ont pas fait trop de zèle, les militaires perses, hein, n'ont pas fait trop de zèle pour résister à 6000 personnes. Mais ça a été un succès et je dirais que la démocratie a continué de passer, si je puis dire. Hein, voilà. Donc ça, c'est des volontaires. Hein. Les volontaires, il faut être à la fois d'accord et il faut avoir de la volonté. Et on peut pas se battre à moitié. Quand on veut faire peur à l'adversaire, il faut faire la grimace. Il faut pas chanter auprès de ma blonde. Ça, c'est sympathique, mais ça suffit pas pour faire peur à ceux d'en face. Donc voilà. Donc, y a-t-il d'autres types de volontaires sur lesquels tu voudrais apporter un point, Martine? Tu voudrais faire quelque chose? Oui, avec plaisir. Et je voudrais le faire en résonance avec un des grands philosophes qui s'appelle Axel Honneth. Mmh. Et qui nous parle en particulier de la reconnaissance sociale. Alors bien sûr, le terme volontaire, je l'appelle pas, je l'emploie pas pour des gens qui sont obligés de faire quelque chose pour un pouvoir qui dirige et qui ne fait qu'à servir davantage. Axel Honneth, il parle de la théorie de la reconnaissance. Je vous cite: qui cherche à porter son attention sur les pratiques d'humiliation et d'atteinte à la dignité par lesquels les sujets se voient privés d'une forme légitime de reconnaissance sociale et donc aussi d'une condition décisive pour la formation de leur autonomie. Alors, je trouve intéressant d'aborder le concept de ce philosophe parce que c'est un concept qui est dynamique et qui va jouer sur deux grandes directions. La première direction qui est l'accomplissement de soi, la reconnaissance de l'estime de soi, et la deuxième direction qui est une manière de créer une société qui soit une société plus juste où les sujets, non pas les individus, mais les sujets en tant que tels, sont acteurs de leur vie. Alors, Axel Honneth, il met l'accent sur 3 sphères qui sont extrêmement importantes. La première sphère est celle du droit, parce que sans droit, on ne peut rien faire. Et c'est un des points forts du CNT-FCH que de travailler sur le droit et sur la non-violence et de mettre en avant les informations pour qu'on sorte du déni dans lequel on est par rapport à tout ce qui est propagande dans notre société. La deuxième sphère, c'est la sphère de la reconnaissance sociale. Et je pense qu'en particulier, la question des volontaires dans nos sociétés, les volontaires qui luttent pour créer une société plus juste et dans différents domaines, mais en particulier dans ce que l'on désire au niveau du CNT-CH, à ce moment précis de passage à l'action, c'est aussi quelque chose qui est très très important. Parce que s'il n'y a pas de passage à l'action, s'il n'y a pas de place donnée à chacun de nous en tant que citoyen et que sujet dont parle Axel Honneth, eh bien, il ne se passe rien. Et il peut se passer le pire parce qu'on n'est pas dans la réaction. Dans l'action plus exactement. Et la troisième sphère qui va avec, c'est la sphère de ce qu'il appelle l'amour. Alors l'amour au sens large, on peut dire agapé, comme on dit en grec, l'amour qui est désintéressé, qui englobe toutes les formes d'amour, que ce soit à la fois l'amour entre un homme et une femme, avec les enfants, avec les parents, la famille, etc. Mais au niveau de tout ce qu'on peut faire au niveau des associations, des collectifs, etc. C'est
ces 3 sphères qui permettent d'avoir une réussite. Et j'aimerais dire aussi, en tant qu'enseignante en arts martiaux, on parle du chi beaucoup dans les cultures japonaises et chinoises, le ki ou du chi, c'est-à-dire de l'énergie. L'énergie que nous avons chacun, quand elle est mise en commun, elle est démultipliée. Et c'est ce qui permet effectivement de laisser venir un monde qui soit un monde nouveau et plus juste par rapport à ce que nous voulons construire. Alors, être volontaire dans ce monde-là, ça me paraît très intéressant. Voilà, donc ce que nous voulons souligner, c'est est-il intéressant, important d'être volontaire? Oui, parce que si on ne marque pas de volonté, on ne marquera aucun changement jamais. Une idée, c'est intéressant, mais si elle n'est pas appuyée par une volonté de faire, c'est moins intéressant. Ce que nous faisons au sein du CNTF-CH, effectivement, c'est de procéder à ces changements déjà en expliquant le projet, déjà dans un premier temps, hein, et puis d'expliquer le changement, effectivement, et puis de travailler sur le droit, comme tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, et évidemment en mettant en avant la paix, c'est-à-dire la non-violence. Voilà. Donc une fois qu'on a ce triptyque-là, on peut avancer sur un certain nombre de points. Mais on ne fera rien sans volonté. Alors on nous dit souvent, mais qu'est-ce que vous faites de concret? Alors on a fait plein de choses concrètes. On a informé, on a envoyé des documents, on a parlé avec d'autres groupes, on sait un certain nombre de choses qu'on diffuse au plus grand nombre, qu'on met sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Voilà, donc on participe à un foisonnement d'informations utiles à chacun d'entre nous et à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que les volontaires, ils font partie de notre vie quotidienne. Regardez les pompiers chez nous. Les pompiers en France, ce sont des pompiers volontaires. Ça veut dire qu'ils sont pas payés. Ils sont pas, voilà, ils sont volontaires. Alors, est-ce que pour autant ils sont mis à l'abri par rapport aux pompiers professionnels? Je crois pas. Je suis même sûr du contraire. Hein. Ils sont traités de la même façon, ils prennent les mêmes risques que des pompiers professionnels. Et pourtant, ils sont volontaires. Alors, et pourquoi est-ce que ce sont les corps les plus aimés des Français? Ben, c'est tout simple. Hein. Ils prennent des risques. Ils sauvent les Français régulièrement d'accidents, de choses quelquefois qui méritent de faire des acrobaties pour eux, de prendre des risques physiques. Hein. Pas quelquefois, souvent. Et donc les Français évidemment les portent au pinacle et ils ont pour eux une admiration évidente. Voilà ce que c'est aussi que des volontaires. Et est-ce que ça veut dire aussi que les volontaires sont forcément des héros et forcément des personnes qui sont vouées à un destin tragique parce qu'ils auraient fait cadeau de leur vie au groupe humain avec lequel ils vivent? Bien non, on n'est pas obligé d'avoir affaire à des héros, hein, pas forcément du tout. Par contre, il y a des personnes qu'il faut savoir protéger dans certains contextes. Et ça, c'est le rôle du politique, de protéger certaines personnes. Voilà. Ben, quand on a, par exemple, dans une résistance, des gens comme Jean Moulin qui se sont noyés dans la masse française, se faisant passer pour un Français moyen, et que finalement, il s'est avéré, suite à différentes trahisons d'ailleurs, hein, qu'il était le chef d'un mouvement clandestin et le correspondant de Gaulle à Londres, bah, les Allemands, évidemment, en ont tiré des conclusions et ils l'ont torturé. Mais ce qu'on sait aussi de ce monsieur, son principal fait d'armes, si je puis dire, hein, malheureusement, avant de mourir, c'est de ne pas avoir transmis des noms. C'est-à-dire que les réseaux n'ont pas explosé suite à la dénonciation qu'aurait pu en faire Jean Moulin. Donc voilà, le héros, il est là. Est-ce qu'on est systématiquement des héros quand on est des volontaires? Non, mais par contre, on a besoin à un moment que quelques volontaires se mettent en avant pour mettre en œuvre des actions qui seront utiles au groupe et à l'avenir de ce que nous avons préparé. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà ce que c'est que les volontaires. Donc on attend toujours les volontaires. Au lieu de nous dire qu'est-ce que vous faites, eh ben on vous attend pour faire des choses et quand vous viendrez nous voir, on vous expliquera que faire dans la légalité, dans la paix et dans le droit. Voilà. Très bien. Et pour terminer cette émission, moi je voudrais m'adresser à nos auditeurs et puis également aux membres du CNTF-CH. Merci de votre volonté et merci surtout d'être volontaire. Merci Philippe, merci Martine, merci à vous également. Excellente semaine. On se retrouve juste avant le week-end. Ce sera vendredi aux alentours de 19h30. Bonne soirée.